Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. On est très heureux de pouvoir renouer depuis quelque temps et dans cette salle, sans masque, avec le cinéma d'aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, le patrimoine commence au moment où un film est fait. Il entre tout de suite dans le patrimoine. C'est comme ça, les cinémathèques. Et comme vous le savez aussi, de renouer avec nos habitudes de présenter des films en avant-première, avant qu'ils sortent, souvent après qu'ils aient obtenu des récompenses prestigieuses dans certains festivals internationaux. C'est le cas du film de ce soir, qui a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin 2021, une Berlinale un peu particulière parce qu'elle a été en grande partie online, elle s'est révélée seulement présentielle au mois de juin, mais elle a quand même eu lieu aux dates habituelles en février. Et c'est un film aussi qui prolonge notre réflexion sur le cinéma, le nouveau cinéma roumain, dont vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, nous avions présenté un large panorama avec une vingtaine de films de différentes époques de ce nouveau cinéma si brillant qui truste les récompenses dans les grands festivals et qui révèle un grand nombre de réalisateurs de très grands talents. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ce soir ce film qui non seulement a remporté ce prix, mais vient d'être présenté au Festival de Genève, au Geneva International Film Festival, comme il s'appelle en français. Mais aussi parce que c'est un film roumain, coproduit ou produit en association avec une société genevoise, suisse, qui est Borcadre, emmené ici par Dan Wexler, que je salue. Salut Dan, qui se trouve coproduire d'énormément de films de très grand intérêt, dont un que vous allez voir bientôt dans cette même salle, très certainement, c'est le dernier film d'Apichatpong Warasetakul qui a été primé à Cannes, Memoria. Voilà, ceci c'est pour après Noël. Mais on y reviendra, suivez les informations. Donc voilà, donc j'ai le très grand plaisir ce soir, non seulement d'accueillir Dan, mais d'accueillir le réalisateur et auteur du film, Radu Jude, qui vient pour la première fois chez nous à la Cinémathèque Suisse, au Casino de Montbon. Bienvenue. Bienvenue Radu. Merci beaucoup. Merci pour cette politesse, parce que vous n'avez pas vu le film encore. Donc je ne vais pas parler beaucoup. C'est ça, comme tous les discours longs commencent. Le film dure 1h46. Je veux tout le temps savoir la durée du film, donc je m'imagine que c'est important pour vous aussi. Et je dois dire que je suis très ému d'être dans une cinémathèque, mais une émotion partagée. Pour une fois, d'un côté, c'est un peu bizarre d'avoir un projection à la cinémathèque. Ça semble un peu comme on est déjà enterré, oui, un peu comme ça. Mais dans notre sens, je me considère comme votre Jean-Luc Godard disait dans Nouvelle Vague, ils ont tous les enfants de la cinémathèque. Moi, je me suis formé dans une cinémathèque qui est la cinémathèque roumaine, qui est pas comparable avec ça, c'était vraiment des mauvaises conditions, mais beaucoup de passion dans les années 90 pour le cinéma. Donc vous pouvez voir ce que j'ai appris dans mes séances à la Cinémathèque roumaine sur cet écran. J'espère que c'est pas trop mauvais. Donc oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation dans ce lieu légendaire. Et merci Dan Wexler pour participer au film. Et après ça, on peut parler un peu si vous restez ici. Absolument. On va se retrouver après la projection pour une conversation avec Radu dans 1h46, très exactement. Hein, oui, c'est ça? Oui, oui. Merci, à tout à l'heure. Et bon. Après le générique. Bon, après le générique. Mesdames et messieurs, Radu Jude. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vais commencer les questions, puis après, on va aussi laisser la place aux questions du public.
Peut-être pour commencer, parce que c'est une question toute simple, mais pour débuter, c'est d'où est venue en fait l'idée, l'envie de raconter cette Roumanie d'aujourd'hui au sens littéral, puisque les gens sont masqués, puisqu'on est en plein Covid et que c'est pas n'importe quelle époque qu'on est en train de vivre. Bon, j'essaie d'être court. J'ai fait en avant 2, 3, 4 films, même plus, documentaires et films avec des comédiens comme ça, sur l'histoire de la Roumanie. Notamment, c'est un film qui parle de l'esclavage des gitans en Roumanie, un film qui parle de l'antisémitisme des années 30, 2 ou 3 films qui parlent de massacres faits par l'armée roumaine sur le front d'Est. Et je voulais absolument faire un autre film contemporain, parce que ça a duré quelques années de faire tous ces films. Mais j'ai gardé un peu, on peut dire comme ça, cette idée que quand on fait cette recherche sur les questions historiques, chaque détail devient un peu important, un peu plus important que les détails, je ne sais pas, dans la vie contemporaine, dans la vie courante. Et donc, je voulais faire un film sur les détails de la vie contemporaine, de ce qui nous entoure, comme pour les garder, exactement comme quand on regarde l'histoire. Si on va au Pompéi, chaque pierre, chaque peinture devient assez importante. Le monde dit, voilà, mais c'est rien. En effet, c'est seulement parce qu'il y a une trace de l'histoire que c'est important. Donc, je voulais faire un film avec cette question en tête. Et j'avais déjà des années cette petite histoire sale qui était dans des tabloïds, un peu, c'est basé un peu sur 2 ou 3 situations réelles de Roumanie que j'ai recherché un peu. Et peut-être que c'était venu là, comme se dit, l'âge de middle age crisis. donc je me dis, je veux faire ça. Donc c'est comme ça, mais c'était cette idée de faire un film contemporain. Et après, quand le Covid a commencé et on était interrompu, j'ai pas tourné. Et contrairement à les partie des producteurs qui disaient on doit attendre encore une année. Je dis non, on n'a pas tout le budget, mais on a quelque chose, donc on doit faire le film, je veux faire le film maintenant, et utilisant toutes les choses qui sont autour de nous, pourquoi pas. Ce qui est très frappant dans le film, c'est quand même s'il y a quelque chose, en dehors évidemment du fait que le film est drôle, mais il y a quand même une forte permanence de la violence. À l'intérieur, de violence dans le fait qu'on voit aussi ce contraste entre une ville très moderne et en même temps un peu détruite, entre des gens qui finalement n'arrêtent pas d'être agressifs les uns à l'égard des autres. Enfin, il y a quelque part une sorte de violence qui est là. Et je pose la question aussi un peu de façon intéressée, parce qu'en Suisse, on voit surgir une forme de violence qu'on ne reconnaissait plus vraiment en raison de la situation problématique du Covid. Donc ma question, c'était aussi si finalement cette violence, elle était de toute façon là, et le Covid, au fond, en dehors des remarques sur les masques et sur le fait que les gens sont masqués, ça n'a rien changé, ou au contraire, ça a un peu exacerbé cette situation de tension qu'il peut y avoir entre les personnes. C'est difficile à dire en réponse générale comme ça, oui ou non. Je pense que dans certaines situations, dans certains milieux, oui, dans des autres, non. Mais si je prends un exemple comme le trafic en Bucarest, pendant la crise de Covid, c'était mieux parce que les gens n'étaient pas beaucoup d'activités. L'école, les universités étaient fermées ou beaucoup d'entreprises fonctionnaient online. Donc tout d'un coup, le trafic, c'est assez mauvais. C'est encore plus mauvais maintenant. Après, donc il y avait des situations où cette crise faisait les choses un peu. Bon, je veux pas faire des relativisations comme ça, mais donc
pour finir, oui, c'est dans quelques questions où cette crise a augmenté les conflits et dans des autres où pas vraiment. Maintenant, j'ai l'impression que c'est la question de vaccination qui a créé une plus rupture dans la société parce que c'est seulement 30% des Roumains qui sont vaccinés. Et c'est un peu... J'ai l'impression de voir un phénomène un peu très intéressant qui est presque une psychose collective un peu parce que c'est des gens qui vraiment sont morts dans des hôpitaux qui sont pleins. Il y a 500 morts, 500, oui. 500 chaque jour des gens qui meurent de Covid. Et il y a des gens qui sont assez intoxiqués par toutes les propagandes possibles, toutes les théories de conspiration. Il y a des gens qui préfèrent mourir, mais ils ne mettent pas la masque d'oxygène parce qu'ils savent que c'est ça qui donne... qui tue les gens. Donc, et maintenant, dans cette question, dans ce conflit entre les gens qui sont vaccinés et qui ne sont pas vaccinés, ça c'est plus conflictuel que c'était. Moi, je suis vacciné, et je vais même la 3e dose, et parfois, j'ai arrêté à dire à les gens ce que je pense sur ce sujet, parce que en 2 minutes, si les gens ont une autre opinion, ça commence, mais tu es l'esclave du gouvernement, tu crois tout ce qu'il dit, tu vas mourir en 2 années à cause de ça. Donc c'est ça, c'est où la rupture plus grande, je pense. Autre question, c'est la question de la position de la femme. Parce que le personnage central est une femme qui a été mise en vitrine involontairement. Et au fond, la condition même de la femme se retrouve de façon très régulière à l'intérieur du film. Ces questionnements-là, la violence qu'il peut y avoir à leur égard, le mépris qu'il peut y avoir à leur égard. Et dans la partie, on va dire, d'abécédaire du centre, hein, la deuxième partie, là aussi, c'est extrêmement présent. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce rapport à la femme? Parce que finalement, c'est un questionnement d'ailleurs qu'on a énormément partout en Occident aujourd'hui. Oui. Bon, d'abord, je pense que c'est lié à l'histoire, à la situation qui est au centre du film. Et quelqu'un m'a demandé, et j'ai pensé beaucoup après, pourquoi c'est pas un homme comme personnage principal. Et je dis, mais c'est presque impossible d'imaginer cette histoire avec un homme en Roumanie, je ne sais pas, parce que c'était une situation comme ça avec un homme, et il y avait des situations comme ça dans la politique, un politicien qui s'est masturbé pour son petit ami, et elle quand ils ont divorcé, elle a montré la vidéo sur les réseaux sociaux comme ça. Ça n'a eu aucune conséquence, mais si c'était une femme, tu es un pute, tu es une connasse, des choses comme ça. Mais aussi, c'est intéressant, une autre chose, je pense, qui est plus subtile que ça, c'est un peu évident, je pense, qu'elle est une professeure, une enseignante, et dans ce métier, j'ai l'impression que les gens, notamment les hommes, mais les hommes quand même, c'est un peu en double direction, un peu psychanalysable, je m'imagine, que les hommes attendent dans le même temps une moralité parfaite de cette femme de cette profession, mais aussi c'est un peu un désir pervers. Si on regarde sur les sites de porno, beaucoup de films, petits films de fiction, sont avec des professeurs, avec des lunettes qui deviennent de plus en plus hot et commencent à baiser dans l'école, je ne sais pas. C'est comme un fantasme. C'est comme avec les religieuses ou avec les sœurs médicales, un peu comme ça. Donc, le film a, je pense, cette double direction qu'on peut voir. D'abord, cette question de la moralité absolue qu'une enseignante doit avoir, et aussi ce désir sale Bon. Un autre élément important, vous l'avez peut-être remarqué au début du film, il y a ce sous-titre qui parle esquisse d'un possible film populaire, traduit en français. Je ne sais pas si c'est totalement exact par rapport à la traduction à partir du roumain. C'est pas possible, non? C'est esquisse d'un film populaire. Hein?
C'est possible? Non. Oui, enfin, j'ai trouvé possible. ça partout. Ok. Impossible. Non, alors peut-être que populaire, alors. Mais je l'ai trouvé dans un texte. Esquisse existe. Esquisse, possible, voilà, non. esquisse d'un film populaire, voilà. Alors, voilà. Peu importe, mais justement, la question c'était sur ces deux mots-là. C'est à la fois la question populaire et la question esquisse. Parce qu'en même temps, pourquoi cet intérêt pour l'esquisse? Est-ce que c'est justement dans l'idée de donner cette construction multiple qui finalement aborde trois manières de faire des films et de raconter quelque chose avec trois façons de le faire extrêmement différentes et extrêmement complémentaires aussi. Alors peut-être d'abord la question sur l'esquisse. Bon, c'est beaucoup de choses à dire ici. D'abord, c'est la question de narration. La question de conte, de conter, raconter un cinéma qui est parfois, j'ai l'impression que c'est plus limité dans le cinéma soi-disant normal que dans des autres arts, dans la littérature notamment. Si on parle de James Joyce, de Ulysse ou de quelqu'un comme je sais pas, Proust, personne ne dit pas ça c'est la littérature expérimentale. Tout le monde dit, bon, c'est la littérature qu'on étudie à l'école et tout ça. Mais les films doivent encore, c'est ça comme c'est l'industrie, les financements, doivent encore rester sur une façon de raconter plutôt classique, traditionnellement ou plus. Bon. Et ça, c'est une question que j'ai un peu de gêne et je voulais être un peu contre ça. Et trouver des autres façons, je ne sais pas, bon ou pas, ça je ne peux pas juger. Donc c'est ça cette question. Et après j'ai trouvé la solution parce que je ne savais pas comment organiser tout ce que j'avais pour ce projet, pour ce film. Quand j'ai lu un livre de Malraux, je l'ai lu en anglais, il s'appelle The Voices of Silence. En français, je pense que ça s'appelle la psychologie d'art. Donc, oui. Et à un certain moment, Malraux dit quelque chose que je trouvais très intéressant. Il parle de Delacroix et il dit que les esquisses, les croquis, les esquisses que Delacroix a fait, Delacroix lui-même les gardait avec beaucoup de soin, il les considérait importantes. Et avec notre œil d'aujourd'hui, après Picasso, après Paul Klee, après tout le modernisme, quand on regarde les esquisses, qui ne sont pas des tableaux finis, bien sûr, ce sont seulement des croquis, des esquisses comme ça, on les voit plus modernes pour nous, donc plus importantes, plus bien, mieux que les tableaux déjà finis. Comme ça. Donc c'est quelque chose dans l'esquisse, dans le fait de n'être pas fini, de n'être pas complet, de n'être pas complet, ronde, je ne sais pas, qui est peut-être une question plus moderne, on peut spéculer à l'infini sur les questions de la philosophie de sciences contemporaine, après la physique quantique, etc. etc. Donc c'était ça l'idée, d'avoir comment raconter sans être coincé dans la narration traditionnelle. Un peu. Et populaire? Populaire, c'est deux directions, je pense. Une dialectique, si vous voulez, parce que pour une fois, j'étais accusé beaucoup de fois en Roumanie. Les gens disent, mais votre film sont assez compliqués, pourquoi vous ne faites pas un film populaire pour les gens, pour le peuple, Et j'ai dit, bon, voilà, ça c'est fait. Ici, c'est un film populaire. Mais c'est une esquisse. J'ai dit, c'est pas réussi, mais c'était une esquisse de ça. Et après, si on pense bien, le sujet de tabloïd comme ça, et le langage, et une certaine gaieté de le film, c'est un esprit populaire. Mais c'est populaire comme, je sais pas, comme Bobby Lapointe. Voilà, comme Bobby Lapointe, absolument. Qu'on est très heureux. On ne l'écoute pas. Alors, je vais ouvrir un peu la discussion quand même. Une question ici devant. Maxime, s'il te plaît. Merci d'attendre le micro parce que comme ça, tout le monde vous entend bien. Oui, bonsoir Radou.
moi j'ai vu un autre de vos films récemment dont j'ai oublié le titre, mais qui était sur le tournage d'une pub où on pouvait gagner une magnifique voiture. Et oui. Ça m'a fait beaucoup. Enfin, moi, ce que je vois dans les deux films, c'est vraiment une critique de la société roumaine post-communiste et qui est prête à tout, disons, pour amasser des biens, amasser de l'argent. Et on le retrouve aussi un peu ici. Est-ce que c'est une prolongation un peu de votre réflexion que vous aviez entamée avec ce film qui a 7-8 ans, je crois. Non. Oui, vous avez raison. Monsieur a vu mon premier long métrage qui s'appelle La fille la plus heureuse du monde et qui est tourné aussi dans la rue avec beaucoup de ciné-vérité sur un tournage. C'est comme un making-of d'un tournage d'un film publicitaire de quelqu'un, c'est un testimonial, quelqu'un qui gagne une voiture et bon, un peu comme ça. C'est pas mauvais le film, non? C'est pas. J'ai l'impression que c'est pas mal. J'étais obligé de le revoir récemment et j'ai dit voilà. J'ai gardé l'impression que c'était une bêtise, mais je me dis non, c'est pas parce que il a vieilli et il y a des choses, des détails. Bon, peut-être ça passe comme ça avec cette film. Oui, c'est un peu... mais cette mot critique de la société, c'est déjà devenu comme un cliché assez grand que tous les films sont une critique de la société et rien ne se change, donc je ne sais pas quoi dire. Je peux dire que c'était plus une analyse, si je peux utiliser un mot un peu prétentieux, parce que cette film, je pense, les deux films, je pense que sont plutôt descriptif d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est un pouvoir de le cinéma d'écrire le monde avec cet instrument qui est la caméra, avec le montage, avec la composition, avec le cadre, le cadrage. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Et après, si ça, c'est une critique qui peut donner des envies de changer, je pense que c'est un peu une tâche trop grande pour mes petites épaules. Je ne sais pas. Oh, pas si petite que ça. Autre question. Oui. Pas si petite que ça. Autre question. Mais pour l'effet rhétorique, je devais dire. Oui, c'est clair. Pour l'effet rhétorique, on est bien d'accord. Oui? Non? Oui? Voilà. Ici? Merci. Je suis curieux en fait de connaître l'impact sur le public roumain puisque toutes les références sociales, politiques, historiques, et je me demandais s'il y avait une différence d'accueil entre un public intellectuel, un public jeune, un vieux public, ou si d'une façon générale le roumain entre guillemets, se retrouve dans cette critique sociale justement du pays en général, ou alors il y a vraiment des différences entre différents publics. J'aimerais savoir ça. Oui, il se retrouve comme se retrouvent les Suisses dans un documentaire qui s'appelle Suisse, le coffre-fort d'Hitler. Je m'imagine, je ne sais pas, sur les banques et les relations avec le nazi. Bon, je pense. Je ne sais pas quoi dire. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce sont beaucoup de références locales, et je m'excuse pour ça, mais ça vient d'une croyance assez profonde que les films, pas seulement les films, les livres, l'art en général, c'est important d'être local. Et non, je dis ça parce que parfois dans les marchés des projets, dans les festivals, dans les financements, sessions de financement, les gens disent mais on doit financer un film universel. Donc vous faites des questions très locales. Et je dis, mais bon, si je vois un film suisse, j'aimerais voir quelque chose qui a un rapport avec la Suisse. Si je regarde un film japonais, je veux voir quelque chose de Japon. Donc c'est pour ça que, oui, il y a des questions très locales qui peut-être ne sont pas comprises dans toutes les dimensions ici, mais je pense, j'ai la croyance que ça n'a pas beaucoup d'importance pour comprendre le film généralement, comme ça. Maintenant, pour la réaction en Roumanie,
bon, c'est facile à imaginer, je pense que c'était une direction avec plus de gens qui disaient que c'est une imbécilité extraordinaire, et parce que le film a gagné le prix à Berlin, l'Ours d'Or, c'était cette indignation, comment c'est possible qu'un film comme ça. Et c'était même quelqu'un qui a écrit un article, vraiment un article donc sérieux. Et bien sûr, beaucoup de gens, c'est un vrai plaisir de croire des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a dit, mais vous pouvez imaginer que ces gens-là ont été pour le jury, donner l'argent à le jury pour qu'il donne. Et après, c'était des commentaires de gens qui disaient, bien sûr, maintenant on comprend comment ça, un film comme ça c'est primé. Mais et c'était aussi une partie plus petite qui appréciait le film. Mais pour moi, la question, et ça c'était normal et facile à imaginer de début, mais la chose qui m'a choqué un peu, vraiment, et qui montre combien est besoin pour apprécier ou pour critiquer le cinéma, d'avoir un peu de connaissance, un peu de culture particulière en ce domaine, c'était, vous parlez des intellectuels, c'était des gens, des écrivains, des journalistes, parfois des critiques, même des critiques de théâtre, de cinéma, qui ont vu le film, ils n'en ont pas critiqué à cause de ce sujet ou des choses comme ça, mais à cause de sa forme. Et ils disaient, mais cet mec est incapable de faire un film, ou il est incapable, c'est comment, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est une imbécilité absolue, c'est la deuxième partie, celle de la littérature, c'est pas du cinéma, toutes des choses comme ça, qui pour moi, c'était déprimant de voir le niveau assez bas de discussion. C'est rien à répondre à ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Donc, mais c'était beaucoup d'intérêt pour le film aussi. Aussi quand même. Aussi quand Non, oui, ça c'était bien. Mais justement, juste pour prolonger. Et quelqu'un, ça c'est une autre, pas une seule personne, c'était beaucoup de personnes parce que le film a passé juste après quand les salles étaient ouvertes, après il était fermé dans l'été, au début d'été, et d'abord c'était seulement dans les salles, on peut dire art et essai, donc pas de multiplex. Mais après une semaine ou deux, les multiplex ont été déjà ouvertes et ils ont passé le film aussi. Je pense que parce que c'était pas beaucoup de films américains à montrer, donc ils ont pris ce film aussi. Donc c'était beaucoup de gens qui allaient là-bas et beaucoup de gens ont écrit après sur Facebook que la troisième partie, c'était effectivement la même chose dans la salle et sur l'écran. C'était les gens qui parlaient, qui disaient, qui s'étaient... voilà, donc j'ai pas vu ça, j'étais pas un témoin de ça parce que j'étais pas dans le cinéma, mais j'ai lu plusieurs fois, donc c'est un phénomène intéressant, je pense. Une question ici. Elle a l'air très, très mauvais. Violent, un peu violente. Je reviens à la question de monsieur qui a posé la question comment le public il a réagi en Roumanie, et l'autre question, ce serait les femmes. Parce que je trouve comment les femmes ont réagi en Roumanie, quand même aussi ailleurs. Parce que c'est quand même très intéressant que là, vous donnez la voix à une femme qui doit revendiquer sa sexualité, et il défend sa sexualité devant beaucoup de monde. C'est comme devant la société. Elle revendique qu'elle a droit à sa sexualité et la défend. Et je trouve magnifique ces points de vue. Merci. Oui, merci. Je n'ai pas beaucoup à rajouter parce que les réactions s'étaient partagées entre les femmes et les hommes avec beaucoup d'équilibre. La seule chose que je l'ai vue différemment, c'était bon, je ne sais pas ce qu'elle fait, c'est une professeure de, je sais pas, sociologie, une universitaire, qui faisait un texte contre le film parce qu'elle disait c'est un fantasme masculin là-bas parce que c'est la femme qui suce la bite. Et pourquoi c'est cette chose-là? Si c'était le mari qui léchait la chatte de sa femme,
ça c'était mieux, mais comme ça, c'est un fantasme, c'est encore une question masculine comme ça. Mais mon réponse, c'est que j'ai regardé beaucoup des vidéos amateurs comme ça quand je faisais les recherches. Je dois ajouter ça pour ne pas paraître en perverse comme ça. Et c'était exactement comme ça. Donc j'ai mis des choses, comment ils sont exprimés dans le, je sais pas, dans le inconscient de la nation, je sais pas. Tout le film, au début, c'est fait par beaucoup de choses que j'ai trouvées sur cette vidéo de la Roumanie. Et d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience vous-même sur YouPorn si vous écrivez Roumanie. Je me permets juste une petite anecdote que je racontais tout à l'heure, mais je cherchais des informations sur le film sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un petit article qui avait été écrit par Télérama, qui est une revue, je crois, relativement sérieuse en France. Enfin bref, peu importe sa qualité, vous connaissez tous Télérama, et j'arrivais pas à accéder à l'article, j'étais bloqué. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais bloqué. Et en fait, j'étais bloqué parce que c'était marqué contenu pornographique. Alors, je n'avais pas le droit, simplement pour lire 3 lignes de Télérama. Donc, de nouveau, même les intelligences artificielles sont partagées dans la lecture du film. Mais pour revenir sur la partie centrale, justement, il me semble que la partie centrale, elle est aussi importante parce qu'elle donne, en dehors de la dimension littéraire, c'est-à-dire des textes qu'il y a dessous les images, à travers ces images aussi cette dimension de recherche, de travail d'archives, de regard que vous portez sur ces images et sur l'interprétation qu'on peut en donner, qui sont pour la plupart des images ou que vous avez tournées, ou que vous êtes allé chercher dans cet immense magma d'images qu'on trouve sur Internet. Oui, c'est... la deuxième partie, c'était pas... au début, je ne savais pas quoi faire avec tous ces... J'ai collecté, parfois, quand je trouve des citations que j'aime, je fais un folder comme ça, et des images, et des autres choses. Quand je trouve, je les sauvais, sans savoir pourquoi. Et quand j'ai commencé ce projet, bon, je faisais des autres choses, mais quand je faisais la préparation de scénario où je pensais à la possibilité de ce projet, j'ai gardé des choses que j'ai trouvées soit liées à l'histoire, soit liées à les thèmes autour de l'histoire, soit des choses un peu plus lointaines, mais que je pensais qu'il peut être intéressant d'une façon ou d'une autre. Et après, parce que j'ai un intérêt, un amour pour le cinéma qui est pas... qui accommode, qui est comme une parapluie. Et sous cette parapluie, on peut avoir de la littérature, on peut avoir des photos, des archives, des peintures, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui cherche une pureté bressonienne, on peut dire, de langage cinématographique. Au contraire, j'aime les choses mélangées. À un certain moment, après cette question d'esquisse m'est venue à l'esprit, je me dis, si je fais une question, un dispositif littéraire comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, mais avec un montage entre des citations littéraires ou philosophiques ou je ne sais pas, et avec des images et des sons, des images soit tournées par moi-même, mais même les images tournées sont parfois des choses que j'ai vues, je connaissais comme ça, soit des archives, de tout type d'archives, archives trouvées sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, c'était ça l'idée. Et peut-être c'est à l'origine de ça, bien sûr, c'est tout le temps Walter Benjamin, comme il dit en français, parce que c'est Benjamin qui a fait peut-être la première et qui a théorisé ça et qui a fait un livre, comme le livre de passage, qui est fait seulement avec des citations, avec des citations qui ne sont pas des citations, je ne sais pas, des grands écrivains, mais des choses, c'est comme comment décrire la civilisation, une civilisation. Dans le cas de Benjamin, c'était la société française du 19e siècle,
ou comment on peut décrire une société avec des citations, des images, des sons qui ne sont pas les choses qui vont rester dans l'histoire grande. Il y a des choses dans le film, la plupart, dans la deuxième partie, qui vont disparaître, qui disparaissent, qui n'intéressent personne. Mais si on les regarde si on fait cette isolation de cet élément, on trouve qu'il devient un peu symbolique, je m'imagine. C'était ça un peu l'idée de forcer cet élément trivial de devenir des symboles de la société ou de le temps présent, je ne sais pas. Et bien sûr, c'est l'histoire, c'est aussi des traces d'histoire parce que le temps présent, on est dans le présent, mais on est tout le temps entouré des traces de l'histoire. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Oui, là-haut. Alors peut-être une question un peu plus personnelle. J'ai l'impression que le film a une vision très externe de Bucarest, de la ville, de la société roumaine. Et je me demandais comment vous... Enfin, j'ai l'impression que presque il y a un regard étranger, comme si un étranger visitait Bucarest, le bruit, voit aussi la société roumaine, comment ça se comporte. Comment vous êtes extirpé de cette, disons, pseudo-morale roumaine qui est, j'ai l'impression, critiquée en partie. Est-ce que c'est vos études? Est-ce que c'est votre milieu? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que vous avez vécu à l'étranger, par exemple? Oui, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si je me suis extirpé. C'est un peu difficile à dire ça. Non. Oui, c'est possible parce que j'ai connu tous les milieux sociaux, non plus. Mes parents viennent de la campagne. J'ai habité dans la campagne, dans des villages très, très pauvres quand j'étais enfant. Et après, venir à Bucarest pour l'école, c'était comme une rupture. Donc, je me sentis tout le temps étranger aux villes de Bucarest. Et peut-être après l'intérêt pour le cinéma est venu, et ça on peut parler beaucoup parce que vivre dans une grande ville comme Bucarest, c'est déjà poser un peu davantage que vivre dans la campagne. Ça, si je resterais à la campagne où j'aimerais plus vivre, je ne faisais pas du cinéma, ça c'est sûr. Donc, comme je disais, quand j'étais au lycée, j'ai découvert la cinémathèque, les livres et tout ça. Et ça, c'est pas à cause des professeurs, pas à cause de mes parents qui ne sont pas des intellectuels humanistes comme ça. On n'avait pas de livres à la maison, mais à cause des amis et des collègues de lycée qui étaient comme ça, et c'était leur influence un peu, et après mon goût et de découvrir ce monde. Et je ne sais pas après si je me sens mauvais de dire voilà, je me suis retiré de la société roumaine et je regarde les choses avec une certaine supériorité, parce que je ne sais pas, je me sens partie de cette... je voulais changer les choses, bien sûr, un peu, mais non, je ne sais pas quoi répondre à ça un peu plus. Merci. Ça donne cette air de supériorité, le film. Je ne sais pas. Il y a une question tout là-haut, au milieu. Mais je pense que, si je me permets juste une parenthèse, et après on va en rester là, ce sera la dernière question, mais il y a aussi cette sensation, notamment dans les plans du début, c'est-à-dire le fait que la caméra soit avec le personnage, quitte le personnage et le retrouve après, notamment dans les premiers plans, ces plans séquences, enfin ces longs plans magnifiques où justement on perd la femme pour la retrouver après, cette manière toujours de montrer, de suivre le personnage et de le perdre. Et je pense qu'il peut aussi donner cette sensation de tout d'un coup être extérieur, d'avoir ce regard un tout petit peu, comme disait monsieur, un tout petit peu plus distancié, on va dire au moins, peut-être pas totalement extérieur, mais un peu distancié par rapport à la fois au personnage, parce que vous regardez deux choses en même temps, oui. Le personnage et le monde qui l'entoure, et le monde qui l'environne et dans lequel il est. Oui, c'est aussi une croyance ici, parce que j'ai beaucoup l'impression que le cinéma est tout le temps
en dehors des choses. C'est pas comme la littérature qu'on peut être dans le pensée de quelqu'un. Bon, il y a aussi des façons de cinéma où on peut essayer de reconstituer les pensées de quelqu'un. Mais pour moi, le cinéma, c'est un outil qui est tout le temps en dehors de monde, de réalité. Et c'est pour ça qu'il est important, parce que tu peux voir... Bon, après, il y a des films où les gens aiment beaucoup s'immerser dans l'histoire et tout ça, mais ça, c'est une autre chose, je pense. Monsieur, alors? Buonasera. Bonsoir. Bonsoir. Très beau le film. Je voulais vous demander, au fait, par rapport à la deuxième partie, si on est roumain, on comprend bien. Il y a beaucoup on va dire, des personnalités contemporaines qui nous envoient directement vers l'histoire un peu de la Roumanie qui se passe aujourd'hui. Est-ce que on sait exactement aussi la situation qu'il y a en Roumanie, on la comprend, on la parle, on la discute, on la dispute? Est-ce que vous pensez que ça peut aider un petit peu, parce que je ne pense pas qu'on peut se retirer de la Roumanie en tant que patriote, en tant que quoi que ce soit, mais on se retire plutôt, on nie plutôt les choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas normales et qui n'ont pas lieu dans la société. Et est-ce que vous pensez que ça peut aider un peu le peuple roumain de regarder les choses d'une façon différente? Oh, ça c'est une grande question, je ne sais pas. Vous savez, quand j'ai fait les films historiques, un film comme Aferim qui parle de l'esclavage digital, c'est vrai que c'est pas des thèmes interdits. C'est pas interdit de parler aujourd'hui de l'esclavage des gitanes pour des siècles, mais on ne parle pas. Donc quand le film était sorti, c'était pour beaucoup de gens, c'était qui m'ont dit, voilà, c'est pour la première fois que j'ai pensé à ça, ou c'est pour la première fois que j'ai entendu parler de ça. De même, quand j'ai fait un film sur le massacre d'Odessa, qui s'appelle, un long titre comme ça, il s'appelle Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. C'est une citation qui était dite quand il commençait les massacres, voilà. C'était aussi des gens qui disaient, mais je ne savais pas ça. Donc peut-être le cinéma peut faire ce travail de commencer un peu des discussions ou je sais pas, de montrer les choses. Mais pour moi, la seule chose, le plus important, parce que je ne me sens pas... comme le monsieur a dit, je ne suis pas le professeur de la nation, de dire, voilà, on doit connaître ces trucs ou ces trucs-là. C'est une autre question qui était déjà dite, la meilleure dite de Italo Calvino dans une petite intervention dans le cahier du cinéma dans les années 60. Il aimait beaucoup les films de nouvelle vague française, de cet homme-là. Et il nommait ce film avec une terminologie qui aujourd'hui ça veut dire autre chose, mais il les nommait film-essai, des essais cinématographiques. Et il disait que ces films-essais sont importantes, soit sur la sociologie, sur l'histoire, sur anthropologie, je ne sais pas, psychologie. S'ils sont importants, ils sont importants seulement s'il raconte ou montre les choses avec les outils de cinéma dans une façon où les vraies sciences comme sociologie, anthropologie, histoire ne peuvent pas le faire. Et moi, j'essayerais la même chose, de faire un film comme ça, que je le considère un peu un film sociologique. Bien sûr, un vrai sociologue disait non, mais c'est pas la sociologie. Et je dis bon, c'est pas la sociologie, mais c'est un film où on peut voir les choses dans une façon avec des outils que la sociologie n'utilise pas. Et c'était la même chose quand j'ai fait le film sur le massacre d'Odessa. Je n'ai pas fait un film racontant cette histoire de massacre. C'est un film où c'est contemporain et les gens parlent et essayent de mettre en scène une reconstitution militaire dans la rue pour évoquer ce massacre. Donc c'est un peu tout le temps cette idée.
Et ça, je trouve que c'est pour moi extrêmement important, je ne sais pas si abouti ou pas, de raconter les choses, de montrer les choses avec ce langage de cinéma qui ne peut pas être fait par un historien ou par un écrivain, par un journaliste, par un sociologue, etc. Merci beaucoup Radou. On arrive au bout de la soirée. Moi j'aimerais juste dire une chose pour tous ceux qui ont entendu parler des précédents films de Radou, il y a un projet dans l'air de les montrer enfin, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment montrés en Suisse, donc, ou très peu. Donc l'idée ce serait de faire une rétrospective. On ne va pas faire sa rétrospective parce que ça fait un peu... sinon on va continuer à l'enterrer, le pauvre. Mais disons, vous l'avez entendu... ça sera la résurrection. C'est ça, ce sera la résurrection de Radou Djoudé. Donc, prochain film, la résurrection de Radou Djoudé. On peut l'applaudir et remercier Radou de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci.